Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et Franck Ferrand nous emmène aujourd'hui sur la côte atlantique à Biarritz pour une émission très Second Empire. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Biarritz, la Basque, paradis des surfeurs et des amateurs de crustacés. Biarritz, villégiature balnéaire de l'impératrice Eugénie. C'est elle du reste, elle et son mari l'empereur Napoléon III, que nous allons retrouver aux prises avec les ambitions prussiennes d'un hôte encombrant, le chancelier von Bismarck. Alors, nous avons invité Raphaël Dargent. Il est l'auteur Auxerre dans le volume Les 10 rendez-vous qui ont changé le monde, dirigé par David Chantrane, auteur d'un chapitre intitulé Napoléon III et Bismarck, jeu de dupes à Biarritz. Vous savez d'ores et déjà où nous avons puisé notre inspiration de ce jour. Et puis pour parler de Biarritz même, nous recevons une personne bien connue des auditeurs d'Europe 1 puisqu'il s'agit d'Agnès Léglise qui connaît la côte des Basques en général et Biarritz en particulier. Nous la suivrons ainsi que Lorena Martin, bien entendu. Vous aimez la mer démontée, eh bien vous allez être servis. Europe 1, 14h, 15h30. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. J'ai souvent eu l'occasion de raconter ici le désastre de Sedan, l'effondrement de l'armée française, le 4 septembre 1870, le siège de Paris, le gouvernement provisoire, cette période extrêmement troublée où les Prussiens sont en occupation en France. On élit en février une assemblée nationale qui est destinée à ratifier l'armistice qui avait été signé par Jules Favre avec Bismarck à Versailles. Et voilà que cette assemblée se réunit, mais elle ne peut pas se réunir à Paris. On la retrouve à Bordeaux. Nous sommes donc le 1er mars 1871. Cette assemblée nouvellement élue est en train de tourner la page du Second Empire, en quelque sorte. On n'a pas encore proclamé officiellement la République, mais tout le monde est bien conscient que c'est une sorte de République qui est en train de naître sur les décombres de l'Empire. Napoléon III est détenu outre-Rhin depuis cette victoire foudroyante de la Prusse. Il est officiellement déchu et il est considéré comme responsable de la ruine, de l'invasion et du démembrement de la France. C'est une déclaration de l'exécutif. En l'apprenant, Napoléon III s'indigne. Il demande un plébiscite car oui, il est prisonnier, il est malade, il est humilié par ses échecs, mais il a toujours l'air prêt à en découdre. Pourtant, la réalité du désastre doit bien s'imposer à lui. Il sera libéré le 19 mars 1871. Le chemin à ce moment-là de la France lui est interdit. Son épouse et la plupart de ses fidèles se trouvaient déjà en Angleterre, raconte Éric Anseau. En prenant congé de ses compagnons de captivité, il leur dit qu'il ne serait plus dorénavant qu'un simple particulier. Au moment où Napoléon III descend du bateau qui l'a conduit à Douvres, des fidèles sont venus fêter son arrivée. L'empereur est touché, on voit bien qu'il fait des efforts pour ravaler ses larmes. On peut se demander à quel point les hurrahs de cette petite foule sont un baume pour cet homme qui a tout perdu en quelques mois. Alors on peut se poser beaucoup de questions sur les erreurs qui l'ont mené là, sur ce quai étranger, qui l'ont mené jusqu'à l'exil. Un nom, on peut l'imaginer, cristallise tous ses regrets. Ce nom, c'est celui d'Otto von Bismarck, le brillant chancelier prussien. C'est certain que dans la partie d'échecs diplomatiques que tous deux ont disputé pendant des années, le grand gagnant s'appelle Bismarck. Les deux hommes s'étaient rencontrés 16 ans plus tôt, au moment de l'un des triomphes de Napoléon III, l'exposition universelle de 1855. À cette époque-là, Bismarck est le délégué prussien auprès du Parlement de Francfort. C'est un homme de 40 ans. Il est déjà dégarni, ce qui accentue la proéminence de son front assez considérable. Il porte déjà la belle moustache qu'il rendra célèbre. Ses yeux sont un peu enfoncés, mais au fond de ses orbites brille un étonnant éclat d'intelligence. La Prusse a refusé à l'époque
l'époque de s'allier à la France et à l'Angleterre dans la guerre de Crimée, cette guerre contre la Russie. Seulement Napoléon III, lorsqu'il s'entretient avec celui qu'il considère comme un simple diplomate prussien pour l'instant, Napoléon n'affiche selon toutes les apparences aucune animosité. Et Bismarck d'ailleurs écrira lui-même, écoutez ça, « L'empereur me fit comprendre dans différents entretiens et en termes généraux qu'il ne désirait et projetait un accord intime entre la France et la Prusse. Il disait que ces États voisins, placés à la tête de la civilisation par leur culture intellectuelle et leurs institutions, se devaient un appui mutuel. » Alors est-ce qu'il s'agit seulement de propos diplomatiques ? Napoléon III fait partie de ces personnes qu'on a du mal à cerner. Vous savez, il est assez insaisissable, il a tendance à parler sans dire grand-chose, son visage est toujours en retenue. Mais lors de ces quelques rencontres avec l'empereur, Bismarck, le fin Bismarck, se fait un avis nettement tranché. Et je vous le dis tout de suite, Bismarck n'est pas impressionné par Napoléon III. Le roi de Prusse d'ailleurs l'interroge et voilà ce que lui répond Bismarck. « J'ai l'impression que l'empereur est un homme intelligent et aimable, bien qu'il ne soit pas aussi habile qu'on veut bien le dire. On s'est habitué, et cela surtout chez nous, à le considérer comme une sorte de génie du mal, méditant toujours quelques mauvais coups pour troubler le monde. On surfait son intelligence aux dépens de son cœur. » Les années s'enchaînent. Napoléon III va réitérer auprès de Bismarck son désir de rapprochement avec la Prusse. À cette époque, la France souhaite s'opposer militairement à l'Autriche pour soutenir l'unité italienne. Et évidemment, l'empereur a tout intérêt à ce que la Prusse, dans cette affaire, reste neutre. La guerre, ça vous le savez, la campagne d'Italie, elle a bien lieu en 1859. Et de fait, la Prusse reste tranquille, tout en veillant à ce que la France ne pousse pas trop son avantage. La victoire est une victoire française, ou je devrais dire franco-sarde, franco-italienne. L'Empire tout de même va en profiter pour récupérer Nice et la Savoie, qui deviennent donc françaises à l'issue d'un référendum. Et puis, en 1862, Bismarck est ambassadeur de Prusse en France et à partir de là, à partir de 1862, il va être à pied d'œuvre pour mener ce qu'il faut bien considérer comme une politique à part entière. Napoléon III ne tarde pas à lui parler d'une nouvelle alliance franco-prussienne, à cette époque qui est celle du premier séjour de Bismarck à Biarritz. Le diplomate a l'air plutôt heureux, du reste il entretient une liaison avec une femme de diplomate. Évidemment on imagine toujours Bismarck comme une sorte de bulldog, mais en vérité c'est un homme qui savait séduire. Il arrive à Biarritz très excité pour toutes les raisons du monde, et d'abord parce que c'est à l'époque le lieu à la mode. L'opéra bouffe d'Offenbach sur Europe 1, la grande duchesse de Gerolstein. Cet après-midi, Franck Ferrand vous parle des relations entre Napoléon III et Bismarck, relations diplomatiques, et la suite, c'est dans un instant. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Europe Au cœur de l'histoire. 1, Franck Ferrand. Et cet après-midi, Franck Ferrand, vous nous faites revivre une relation diplomatique qui devait avoir de grandes conséquences, celle entre Napoléon III et le Prussien Otto von Bismarck. Alors dès leur première rencontre, vous venez de nous l'expliquer, Bismarck a vu dans le chef d'État français un homme intelligent, mais un peu trop gouverné par son cœur. Est-ce que ce reproche, à vous semble justifié, Franck ? Vous savez, il y a une part de réalisme dans la politique étrangère de l'empereur Napoléon III. Il y a la volonté d'en finir avec l'équilibre européen créé par le Congrès de Vienne en 1815. Enfin, le but de Napoléon III, c'est de faire sauter le Congrès de Vienne, disons-le. Ça signifie notamment sortir la France de son isolement diplomatique et puis, en même temps, obéir à un certain nombre d'idéaux. N'oubliez pas que Napoléon III croit à un certain nombre de grands principes, à commencer par le principe des nationalités. Il croit au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Il a combattu, quand il était jeune, aux côté des nationalistes italiens. Il s'est fait d'ailleurs le champion de l'unité italienne. Une unification de l'Allemagne irait d'ailleurs dans la même logique, mais ça pose problème, puisque la formation de ces deux solides entités politiques n'est sûrement pas dans l'intérêt de la France. Vous comprenez toutes les contradictions qui habitent Napoléon III au moment de discuter avec Bismarck à Biarritz, donc, dans un premier temps. Raphaël Dargent le note, depuis que l'impératrice Eugénie s'est entichée du lieu, c'est à Biarritz que le couple impérial a l'habitude de profiter des douceurs de l'arrière-saison avant de rejoindre son palais de Compiègne. La Villa Eugénie n'est qu'à quelques encablures de l'Espagne, le pays natal de l'impératrice.
Au cours du premier séjour de Bismarck au bord de l'océan, il revoit donc l'empereur. Il apprend aussi qu'il est nommé ministre d'État et ça précède de peu sa nomination en tant que président du Conseil. C'est quand même une ascension formidable que celle de Bismarck à cette époque. Il signifie à l'empereur Napoléon III qu'il va bientôt devoir reprendre le chemin de la Prusse et quand ce sera le moment de revenir à Biarritz, 3 ans plus tard, ce sera pour un véritable bras de fer diplomatique, un bras de fer dans lequel se joue l'avenir de tout un continent. Ce bras de fer, il a donc lieu en octobre 1865. Celui qui maintenant est ministre-président de Prusse est arrivé à Biarritz à l'invitation de l'empereur. Il y a une certaine tension dans l'atmosphère, liée notamment à la guerre menée par la Prusse et l'Autriche contre le Danemark. Évidemment, c'est une victoire facile pour la Prusse et l'Autriche, mais les deux vainqueurs s'opposent sur les conditions de paix et on a peur que ça ne dégénère en une guerre entre ces deux puissances germaniques, justement. À la première vue, en cet automne, à Biarritz, on pourrait croire que tout va bien. C'est une atmosphère très légère. Bismarck, d'ailleurs, a le visage gai, il a l'air de profiter du cadre agréable. En vérité, au fond, on s'inquiète beaucoup de l'avenir politique. Raphaël Dargent rapporte une anecdote. Un soir, afin de rire un peu, Prosper Mérimée, qui donc est depuis toujours un ami de l'impératrice, le célèbre auteur Mérimée, confectionne dans un carton un profil très ressemblant de Bismarck, lui passe un bonnet de nuit et, accompagné de l'impératrice et de l'empereur, s'introduit dans la chambre de Madame de la Bédoyère afin d'y installer le mannequin, la tête sur l'oreiller, un livre ouvert à côté comme s'il lisait, nous dit la chronique. Au moment de dîner, les farceurs y vont de leur tirade en direction de la pauvre victime. C'est Mérimée qui commence. « Monsieur de Bismarck a l'air bien occupé de vous, chère madame. Il me paraît avoir peine à vous quitter des yeux. » Évidemment, quand Madame de la Bédoyère s'en va se coucher, vous imaginez, elle tombe sur Bismarck en train de dire dans son lit, elle est sidérée, elle sort en hurlant « Dieu, un homme dans mon lit !» Mérimée et toute la cour vont rire pendant longtemps. L'effet est parfaitement réussi. Alors vous voyez qu'on s'amuse bien à Biarritz à l'époque. Et pourtant, évidemment, la politique conserve tous ses droits. Ni Bismarck ni Napoléon III n'oublient les raisons de leur rendez-vous. Pour le Prussien, alors que son pays s'apprête, nous l'avons vu, à entrer en guerre contre l'Autriche, il a l'intention de s'assurer de la neutralité de la France. Et du côté de l'empereur, il y a un certain nombre de questions qui se posent. D'abord, est-ce qu'il faut donner satisfaction à la Prusse ? Ou bien est-ce qu'il faudrait peut-être pas favoriser l'Autriche ? Par ailleurs, qu'est-ce que la France pourrait retirer de la situation ? Napoléon III calcule, mais il ne se méfie sans doute pas assez de ce Bismarck qu'il a tendance à trop mépriser d'une certaine manière. Il faut vous dire que de l'autre côté, Bismarck le méprise lui aussi. Bref, c'est un jeu de dupes cette affaire. La question essentielle, c'est de savoir si l'empereur peut penser, en échange de sa neutralité, mettre la main sur des territoires outre-Rhin. On pense au Luxembourg, on pense même à une partie de la Belgique. Il y a sans doute là une carte à jouer. Napoléon III et Bismarck font quelques promenades au bord de l'océan et ils ont à ce moment-là des conversations très privées. Sans doute cherchent-ils à se jauger, sans doute cherchent-ils à évaluer leurs atouts respectifs. La prudence est de mise, on joue au plus fin. Éric Anceau va jusqu'à préciser, je le cite, « Par la suite, Napoléon III assura que Bismarck avait parlé beaucoup mais en termes généraux et vagues. Il ajouta « Je n'ai jamais pu démêler au juste ce qu'il voulait. Il ne me fit aucune proposition formelle. De mon côté, je ne lui exprimais aucun désir personnel quelconque. Il était cependant plus que probable que Bismarck avait emporté quelques paroles qui lui avaient donné de l'assurance. Il s'était dit qu'en fait, quelle que soit son attitude, Napoléon III ne réagirait pas, ou en tout cas réagirait peu. » Voilà donc une rencontre qui semble ne rien régler, une rencontre qui paraît mener nulle part. Est-ce vraiment le cas pour tout le monde ? Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et cet après-midi, Franck, vous nous racontez les relations diplomatiques entre Napoléon III et Bismarck. Alors, ils se sont rencontrés à Biarritz. Vous venez de nous faire vivre cet épisode. Et ça ne sera pas leur dernière rencontre, Nous avons vu Napoléon III et Bismarck se retrouver à 2 reprises à Biarritz. Alors, après ce court séjour, le deuxième court séjour sur la côte basque, celui d'octobre 1865, l'empereur et le ministre-président de Prusse vont se rencontrer à nouveau à Paris
Encore une fois, l'empereur cultive l'ambiguïté. Il se donne certainement l'impression de garder l'avantage de cette manière. Napoléon III a l'impression qu'il n'est jamais si à l'aise que dans les brumes, dans ce qu'il y a de nébuleux. Quant à Bismarck, alors qu'une guerre entre son pays et l'Autriche est de plus en plus certaine maintenant, eh bien il va tout faire pour faire miroiter à la France un certain nombre de compensations, sans jamais bien sûr prendre le moindre engagement formel. C'est André Castelot qui nous le raconte. Pour gagner la neutralité de Napoléon III, Bismarck parle incidemment à l'ambassadeur de France Benedetti de la compensation que l'on pourrait offrir à la France. Il ne serait peut-être pas tout à fait impossible d'amener le roi de Prusse, Guillaume, à céder à la France les bords de la Haute-Moselle, dit-il. Cette acquisition, jointe à celle du Luxembourg, redresserait votre frontière de manière à vous donner toute satisfaction. Mais Bismarck joue lui aussi un double jeu. J'ai entendu les hommes d'État français dans leurs illusions, reconnaîtra-t-il plus tard. Ainsi, quand la guerre éclate entre les deux puissances germaniques, on est donc au début de juin 1866, Napoléon III ne donne pas suite aux appels au secours de l'Autriche. Et je vais même aller plus loin, il encourage l'Italie à s'allier à la Prusse, ce qui pourrait encore faire avancer son unification, puisque à l'époque la Vénétie est autrichienne. Donc évidemment, si le nouvel État italien récupère la Vénétie, ça va faire ses affaires. L'Autriche, c'est l'Autriche des Habsbourg, très grande puissance auréolée d'un immense prestige. Toute l'Europe s'imagine que face à la Prusse, l'Autriche va tenir ferme. Ça va être un conflit âpre, disputé, avec de nombreux rebondissements. Eh bien en fait, pas du tout. Au bout de quelques semaines, l'armée autrichienne est écrasée. C'est la célèbre défaite autrichienne de Sadova, le 3 juillet 66, un véritable cataclysme. Et cette fois, l'Autriche est à genoux. Alors bien sûr, ça bouleverse la donne européenne au bénéfice des Prussiens. Autour de Napoléon III, on commence à s'inquiéter. On recommande à l'empereur d'ordonner à une partie de son armée de se masser à la frontière Est afin d'aller menacer la Prusse, lui imposer une paix équilibrée. C'est un plan risqué, il faut se décider vite. Pour l'instant, l'armée prussienne est pour l'essentiel encore occupée sur le front autrichien. C'est le moment si la France veut agir. Seulement, Napoléon III ne réagit pas. Il ne se résout à rien. Il faut vous dire qu'il est malade déjà à l'époque. Ça commence à être la fin du Second Empire, vous savez. Probablement que Napoléon a peur que ça dégénère et que ça ne force la France à s'opposer à l'Italie, puisque l'Italie est maintenant l'allié de la Prusse. Et ce qui est fort, c'est que c'est lui qui a poussé les Italiens dans les bras des Prussiens. Napoléon III va se contenter d'essayer de jouer les médiateurs et au passage, il obtient les fameuses compensations territoriales auxquelles Bismarck semblait favorable. Il propose un projet et une fois que l'armée prussienne a commencé à se réorganiser pour faire face si besoin à la France, eh bien Bismarck rend public les demandes françaises. Vous imaginez la situation ? Il s'arrange pour faire savoir, nous dit André Castelot, par l'intermédiaire du correspondant de guerre du journal Le Siècle, que si la France formulait des exigences, ce serait la guerre. La presse française et allemande publie la nouvelle. L'empereur essaie alors de démentir en déclarant que le projet de convention avait été établi à son insu. Ça n'empêche pas l'empereur de formuler de nouvelles propositions secrètes, propositions qui vont quand même assez loin vers une alliance, mais qui ne réclament pas cette fois de territoire outre-Rhin pour la France. Si on veut se résumer, on peut dire que l'empereur s'y ménage la possibilité d'acheter le Luxembourg, éventuellement de s'emparer un jour de la Belgique. En échange, la France validerait une montée en puissance prussienne et la constitution d'une fédération allemande. Ça, c'est l'objectif, c'est l'obsession de Bismarck qui temporise. Il n'est pas fou, Bismarck. Il garde précieusement son projet d'alliance. Il saura ressortir ce texte compromettant en 1870 pour déstabiliser, pour décrédibiliser Napoléon III. Finalement, le 23 août 66, une paix très favorable à la Prusse est signée avec l'Autriche. En coulisses, la France a l'impression que son projet d'achat du Luxembourg est en bonne voie. Autant vous dire qu'on se monte la tête autour de Napoléon III. Mais sauf que, une fois de plus, les Allemands, les Prussiens vont procéder de manière sournoise. On divulgue le projet à la presse. Vous imaginez les remous dans l'opinion allemande. Bismarck, qui faisait semblant d'être prêt à tout concéder, estime que maintenant plus rien n'est possible, il faut tout annuler.
Et là, la tension entre les deux pays devient vraiment très vive. La victoire de Bismarck dans cette affaire a été totale. Il a obtenu tout ce qu'il voulait. La France lui a laissé les mains libres face à l'Autriche et à la création d'une Allemagne dominée par la Prusse. Cette Allemagne, elle sera créée réellement le 18 janvier 1871 dans la Galerie des Glaces du château de Versailles. Napoléon III a accumulé les maladresses, il a beaucoup perdu en crédibilité. La prochaine manche, elle va donc se jouer sur le champ de bataille cette fois. Ce sera la guerre de 70, un second empire en pleine confusion contre une Prusse en pleine ascension. Ce sera bientôt la fin du second empire français et dans la foulée, donc, le début de l'empire allemand. Bonjour Raphaël Dargent. Bonjour. Vous avez dans un très bel article, enfin dans un chapitre de livre, devrais-je plutôt dire, raconté la période diplomatique de Bismarck et nous allons retrouver Bismarck et Napoléon III en votre compagnie à Biarritz. Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et nous sommes cet après-midi sur Europe 1 au cœur de l'histoire de ce jeu de dupes diplomatiques entre Napoléon III et Bismarck avec plusieurs rencontres à Biarritz et à Paris. Alors vous recevez Franck Ferrand cet après-midi pour aller plus loin sur le sujet. Raphaël Dargent, il est historien, auteur du chapitre Napoléon III et Bismarck, jeu de dupes à Biarritz dans les 10 rendez-vous qui ont changé le monde, dirigé par David Chantrane aux éditions du Cerf à Paris. Napoléon III avait déjà rencontré Bismarck à 2 reprises, en 1855 et en 1862. Et quand il le voit à Biarritz en 1865, lorsqu'ils font leur fameuse promenade là le long de la plage, ça fait donc 3 fois qu'ils se rencontrent. Ce qui est assez étonnant, c'est que Bismarck a assez bien cerné la personnalité de Napoléon. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la réciproque n'est pas vraie, hein, Raphaël Dargent. Oui, c'est-à-dire que Napoléon III sous-estime absolument Bismarck. Et il le compare d'ailleurs d'une certaine façon à Cavour et il l'estime inférieur à Cavour. Cavour est le ministre du roi de Piémont-Sardaigne, donc c'est le représentant de l'Italie unifiée. Tout à fait. Et c'est vrai que dans cet échange entre les deux, Bismarck est tout à fait perspicace pour cerner l'empereur. Et l'empereur, lui, sous-estime son contradicteur. Et c'est vrai que, vous l'avez dit tout à l'heure, Napoléon III est sans doute obsédé en quelque sorte par le principe napoléonien du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et ça brouille en large partie sa compréhension de la situation européenne. C'est-à-dire que Bismarck, lui, réagit encore avec les vieilles catégories. Pour lui, la monarchie absolue a un sens et il est question simplement de réunir un certain nombre de puissances sous une couronne. C'est ça l'idée de Bismarck. Tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, l'objectif des deux hommes est vraiment différent. C'est-à-dire que autant Bismarck est obsédé par l'idée de faire l'unité allemande, d'abord l'unité des États de l'Allemagne du Nord autour de la Prusse, autant Napoléon III a comme objectif d'en finir avec l'Europe du Congrès de Vienne, de servir évidemment les intérêts français, mais le principe fondateur sur lequel il appuie sa politique, ce principe des nationalités, est un principe qui en définitive est jugé par Bismarck comme romantique, comme idéaliste. Bismarck juge de façon très méprisante Napoléon III. Il qualifie la pensée de Napoléon III de sensiblerie. Et on voit bien, en fait, qu'entre les deux hommes, le plus réaliste, le plus cynique, on peut dire, sur le plan politique, c'est quand même Bismarck. Même si les deux sont de grands pragmatiques, la méthode qu'utilise Bismarck a beaucoup moins de scrupules, si vous voulez. Bismarck est un personnage qui, effectivement, va être capable de mentir, de révéler des négociations, de trafiquer des dépêches. Il joue beaucoup avec la presse, ça le rend très moderne en fait. Hein. Ça nous parle en ce moment, nous. Oui, tout à fait. Cette façon qu'a Bismarck de systématiquement lâcher des choses dans la presse, il organise les fuites, comme on dit. Hein. Exactement. Et d'ailleurs, c'est notable cette différence entre les deux. Vous avez dit tout à l'heure à juste titre que Napoléon III est un personnage qui lui conçoit la diplomatie comme quelque chose qui est du non-dit, du silence. C'est un personnage qui est dans la retenue, dans l'ambiguïté. On dirait un peu le renard. Exactement. Et en face du renard, il y a le loup. Voilà. Et on peut dire que dans cette affaire, le plus moderne, en quelque sorte, politiquement, c'est Bismarck, qui comprend d'emblée l'importance, en effet, des médias et de la presse. Et c'est tellement vrai
que pour la guerre franco-prussienne de 70, Napoléon III n'était pas un chaud partisan de ce conflit et que c'est largement l'opinion publique française, chauffée à blanc, je dirais, par la presse et par l'attitude bismarckienne qui va pousser l'empereur à se résoudre à ce conflit. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point la France et la Prusse se regardaient en chien de faïence, si je puis dire. La Prusse a refusé de participer à la guerre de Crimée, qui était une alliance anglo-française contre les Russes, avec les Turcs, contre les Russes. Les Prussiens, pourtant, n'étaient pas du tout favorables à l'Empire russe à cette époque, mais ils ont estimé qu'il fallait qu'ils se tiennent à l'extérieur de cette affaire. Et quant à la guerre germanique, c'est-à-dire la guerre entre la Prusse et l'Autriche contre le Danemark, les Français non plus n'y participent pas. On laisse les Allemands écraser les Danois, en fait. Oui, c'est-à-dire que si on regarde les deux méthodes bismarckiennes et napoléoniennes, les deux stratégies, on voit quand même les points communs. C'est-à-dire que les deux, avant chaque conflit, s'efforcent de négocier au préalable la neutralité d'autres puissances. Par exemple, au moment de la guerre contre l'Autriche, la guerre napoléonienne, c'est-à-dire ce qu'on appelle la campagne d'Italie, 1859, exactement, celle de Solferino. Tout à fait. Napoléon III prend bien soin au préalable de tenter de négocier avec Bismarck une forme de neutralité prussienne. Et à l'inverse, un peu plus tard, en effet, au moment de la guerre austro-prussienne, et là on arrive à notre année 65, eh bien c'est l'inverse, c'est Bismarck qui vient à Biarritz, et même un peu avant. Il vient s'assurer de la neutralité française. Voilà. Et puis les deux ne vont pas nécessairement, lorsqu'ils engagent le conflit, jusqu'à l'écrasement de l'adversaire. C'est-à-dire qu'il est intéressant de voir que Napoléon III, il a comme stratégie d'opérer avec des guerres limitées dans le temps, limitées dans les objectifs, parce qu'en définitive, c'est un homme de paix. Il conçoit la redéfinition de la carte de l'Europe d'une manière, si j'osais le terme, pacifiste, c'est-à-dire bienveillante. Voilà. Allons vers le Congrès européen, alors que Bismarck, lui, lorsqu'effectivement il décide de ne pas aller au bout, par exemple dans la guerre austro-prussienne, il ménage François-Joseph, le roi de Prusse souhaiterait qu'on aille jusqu'à l'écrasement de Vienne, mais Bismarck est déjà dans le coup d'après, il estime qu'il ne faut pas aller jusque-là parce que la Prusse aura peut-être besoin de cet allié autrichien dans quelques années. Ce qui me paraît assez frappant lorsqu'on compare les deux diplomaties, c'est de voir à quel point Bismarck est constamment au fait de ce qui se passe à l'extérieur et qu'il réagit constamment, alors qu'on a l'impression que Napoléon III est plutôt dans son propre plan, qu'il pousse et qu'il déroule son plan sans trop regarder ce qui se passe autour. Et ça, c'est toujours fatal en politique. Alors, nous avons fait là de la haute politique, de la haute diplomatie. Ce que je vous propose, c'est de rentrer maintenant dans le concret des cabinets et de voir un peu ce qui s'est passé pendant cet entretien de Biarritz. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Europe 1. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et nous sommes au cœur de l'histoire des relations entre Napoléon III et Bismarck, relations diplomatiques bien sûr. On en parle cet après-midi avec votre invité. Franck, vous recevez l'historien et auteur du chapitre Napoléon III et Bismarck, jeu de dupes à Biarritz, Raphaël Dargent. Et tout s'est passé, ou en tout cas beaucoup de choses se sont passées à Biarritz. On ne dira jamais assez, Raphaël Dargent, à quel point à Biarritz on menait la belle vie chez l'impératrice Eugénie. D'abord, elle adorait ses vacances à Biarritz, l'impératrice, parce qu'elle avait l'impression de revenir un peu sur les lieux de son enfance, tout simplement. C'était quand même l'époque de la fête impériale, disons-le. Tout à fait. Et puis c'est vrai que lorsque le couple impérial se rend pour la première année en 1855 à Biarritz, il y a déjà pas mal de temps que l'impératrice Eugénie elle-même fréquentait le lieu. On sait que dès les années 40, on a notamment une lettre de mairie. Elle est venue avec sa mère. Elle est venue avec sa mère, tout à fait. On dit même qu'elle a manqué de se noyer à la fin des années 30 dans ce secteur, qu'elle-même évidemment était tout à fait amoureuse de la mer. D'ailleurs, on a pas mal d'anecdotes à Biarritz où elle se risque à des escapades maritimes assez périlleuses, assez cocasses, avec son entourage. Elle se considérait d'ailleurs comme la mère des marins elle-même. Et c'est vrai que Biarritz, c'est à la fois pas véritablement des vacances, parce qu'on continue tout de même, malgré ce que disent certains, à parler un peu politique. L'empereur n'est pas tout à fait seul à Biarritz. Bien sûr. Il a autour de lui ses secrétaires, il y a tout de même généralement un ministre présent.
Mais c'est vrai qu'on est dans un climat et dans une ambiance beaucoup plus détendue. Et à preuve, la fameuse anecdote de Mérimée. Elle est vraie, cette anecdote? C'est difficile à dire. En fait, il faut toujours prendre avec des pincettes, si je puis dire, ce que raconte Mérimée. Mais en fait, ce serait pas tellement étonnant. Oui, parce c'est pas que, inenvisageable. Hein, voilà, parce qu'on a bien dans l'esprit. Exactement. On a d'autres récits de fêtes et de jeux tout à fait cocasses entre l'empereur, l'impératrice et puis le proche entourage. Donc, ce serait pas tout à fait étonnant. D'autant plus que, on l'a dit, l'ambiance était quand même plutôt détendue. Et sur cette rencontre 1865, en réalité, il n'a pas dû se passer grand-chose parce que... Ils ont parlé pour ne rien dire l'un et l'autre. Oui, exactement. C'est-à-dire qu'en réalité, les choses étaient relativement décidées au préalable. Bismarck aurait aimé en savoir plus, mais finalement, il repart de Biarritz avec l'impression que Napoléon lui donne une espèce de blanc-seing. Il se lave en quelque sorte les mains. En tout cas, il donne cette impression de ce qui pourrait advenir dans ce conflit possible entre l'Autriche et la Prusse, d'autant plus que Napoléon III parie, lui, en fait, sur une guerre longue, déjà. Il pense que la guerre va être longue et qu'elle va donc lui permettre d'apparaître à nouveau comme un arbitre, si vous voulez, d'un arbitre entre la Prusse et l'Autriche, et à nouveau de se proposer pour un congrès international et amener sur la table, donc évidemment à nouveau la question italienne pour parfaire cette unité italienne, et puis au passage retirer quelques compensations territoriales. Il parie même sur une guerre longue et plutôt à la victoire, avec une victoire autrichienne. C'est en cela qu'il sous-estime en fait à la fois l'habileté politique de Bismarck et la capacité militaire de la Prusse. Oui, c'est même une erreur sur toute la ligne, disons les choses. Oui, tout à fait. Alors nous allons venir dans un instant au tempérament de Bismarck qui explique toute cette affaire. Essayons de décortiquer un peu la personnalité de Napoléon III. Nous avons vu que c'est un homme qui était pétri d'idéaux dans sa jeunesse, qui a été confronté à l'épreuve du pouvoir, bien entendu, qui, au moment du coup d'État qu'il a assumé en 1851, a institué un régime autoritaire en France, un régime qui n'aspire qu'à adoucir, si je puis dire, c'est ce qu'on va appeler l'empire libéral, justement à peu près au moment, le virage, c'est au moment de ce séjour à Biarritz. Napoléon III perd du terrain, si je puis dire, dans le domaine de la politique intérieure, et il a l'impression, pour ce qui est de la politique extérieure, d'avoir accompli ce qu'il avait à faire pour l'essentiel. Alors bien sûr, s'il pouvait récupérer encore le Luxembourg et quelques provinces belges, pourquoi pas. Enfin, sur le fond, l'essentiel est fait pour lui. C'est aussi un homme fatigué et, disons-le, malade. C'est très important d'en être conscient. Alors ça, je crois que c'est un élément tout à fait fondamental, parce que Napoléon III est... Depuis déjà pas mal d'années, là, lorsqu'on parle de 1865, il faut savoir que au début des années 60, déjà, on note, il y a pas mal de témoignages, et même à la fin des années 50, on a des témoignages de personnes qui nous disent décrire un empereur vieilli, fatigué, et le contraste est d'ailleurs saisissant lorsqu'on compare l'impératrice Eugénie qui, les années passant, conserve à la fois sa grâce, sa beauté et une relative jeunesse, à côté d'un homme qui a l'air d'être son père. Exactement, exactement, et c'est vrai que la vie... privée, si je puis dire, de Napoléon III, est une vie tellement éreintante, puisqu'il multiplie, on le sait, les conquêtes, que l'impératrice est donc allègrement trompée, et surtout s'inquiète des effets délétères sur la santé de l'empereur, qui est un personnage quand même qui a une vie, il faut le savoir, une vie quand même assez exténuante, parce que c'est une vie un peu d'aventurier. Il a eu il a tout fait, lui. Sa vie est un roman invraisemblable. Exactement. Et donc, quel roman que ma vie, disait son oncle, mais la sienne n'est pas mal non plus. Exactement. Et donc, en réalité, c'est un empereur qui est assez tôt malade, qui souffre de rhumatisme, qui souffre d'hémorroïdes, mais qui souffre surtout de la maladie de la pierre, c'est-à-dire en fait de calculs rénaux, et au point d'en être... alors, il y a des moments de rémission, évidemment, mais on a des témoignages de l'impératrice qui dit, et les ministres d'ailleurs le confirment, lors de conseils, l'empereur est absolument absent, incapable de prendre une décision, tellement il souffre. Et malgré des périodes de rémission, les années passant, et plus on va se rapprocher de 1870, on peut dire en effet que l'empereur est très malade, et certains estiment, l'impératrice Eugénie en premier lieu, estime qu'il devrait abdiquer parce que l'empire va à la catastrophe.
lorsque débute la guerre de 70, on est obligé d'aider l'empereur pour monter sur son cheval. On a des témoignages qui disent qu'il est tellement pâle qu'on doit un petit peu rosir ses joues pour on le maquille. On le maquille pour qu'il apparaisse présentable. Et pendant ce temps-là, l'impératrice, elle, gagne du terrain et elle devient de plus en plus importante et de plus en plus influente au sein même de l'État. Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Avec une émission historique, bien sûr, aujourd'hui, comme d'habitude, aux accents politiques, quand même, Franck, puisque nous parlons du jeu de dupes diplomatiques entre Napoléon III et Bismarck, avec de nombreux rendez-vous à Biarritz. D'ailleurs, nous irons nous balader à Biarritz de 15h à 15h30. Pour parler de cet épisode de l'histoire du Second Empire, vous recevez l'historien Raphaël Dargent. On oublie parfois, nous en étions restés là, Raphaël Dargent, on oublie parfois que l'impératrice Eugénie a été plusieurs fois régente de l'Empire. Elle le sera d'ailleurs au moment de la grande campagne de la guerre franco-prussienne en 1870. Elle l'avait été auparavant. À partir de Sadova, c'est-à-dire de la défaite de l'Autriche, elle réalise que son mari a fait des erreurs et en voulant réparer ces erreurs, elle va en commettre de plus grandes encore. C'est tout le paradoxe de cette époque. Je pense à l'affaire mexicaine notamment, terrible. Tout à fait. C'est-à-dire que l'impératrice Eugénie soutient la politique de son mari très très longtemps. Même si on a dit qu'elle était plutôt catholique, conservatrice, monarchiste, pro-autrichienne, tout de même, elle a pendant longtemps... elle n'en est pas moins bonne bonapartiste, si exactement, on peut dire. Exactement. Pendant longtemps, elle a maintenu un certain équilibre entre effectivement les affections pour la Prusse, les affections pour l'Autriche, mais elle se rend bien compte quand même, à partir de ce milieu des années 60, que la Prusse acquiert une puissance très, très importante et elle affronte en quelque sorte le cousin de l'empereur, le prince Napoléon, dont on n'a pas parlé, mais qui va quand même jouer un rôle dans cette affaire parce que cet empereur malade est soumis à, je dirais, des positions, des avis contradictoires dans son entourage et au sein du conseil. Et il a plutôt tendance, effectivement, de suivre son cousin, le prince Napoléon, du fait de ses idéaux de jeunesse, en se souvenant de ses idéaux de jeunesse, donc faire l'unité italienne et puis ensuite concevoir effectivement l'unité allemande. L'impératrice Eugénie, elle fait partie des personnes qui, après Sadova, tout de suite demande, avec le ministre des Affaires étrangères Drouin de Lhuys, demande à ce qu'on intervienne militairement, qu'on fasse pression, qu'on réagisse, qu'on envoie un contingent à la frontière pour obtenir de la Prusse un arrêt des opérations militaires et puis mettre en place une médiation armée. L'empereur s'y refuse en quelque sorte. Et c'est vrai que, vous l'avez dit, vous avez raison, l'affaire du Mexique joue un rôle néfaste. Alors pour résumer, pour ceux qui ne connaîtraient pas tout ça, on est allé au Mexique se substituer en quelque sorte à des forces autrichiennes défaillantes pour essayer de soutenir sur le trône d'un hypothétique empire du Mexique le frère de l'empereur d'Autriche, Maximilien. Ça a été un fiasco terrible qui a été voulu par l'impératrice. Elle aurait peut-être voulu qu'on envoie davantage de troupes, cela dit, parce qu'on ne s'est pas donné les moyens non plus de la réussite. On ne s'est pas donné les moyens et puis surtout, au départ, on est parti avec l'Angleterre et l'Espagne et au final, on s'est retrouvé lâché par tout le monde. Et surtout, ça a hypothéqué la suite puisqu'en effet, une partie de contingent était au Mexique et n'a pas pu intervenir sur le champ européen. Alors en face, il y a cette figure d'une force de taureau. Tout à l'heure, je l'ai comparé à un loup. Enfin bon, c'est un homme d'une puissance extraordinaire, d'un caractère comme on en a rarement vu dans toute l'histoire. C'est ce fameux Bismarck qui est un peu, mais on a un peu l'impression de la brutalité faite homme. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut quand même savoir que sur le plan militaire, au moment de la guerre austro-prussienne, il entend bien, lui, supplanter l'état-major, c'est-à-dire que c'est lui qui, en partie, mène les opérations et regarde très clairement ce qu'il faut faire sur le plan militaire. C'est quelqu'un qui, très tôt, a déclaré que les grandes discussions, les grandes questions de notre temps, donc de ce milieu du 19e siècle, ne se régleraient pas par des discussions ou des votes majoritaires au Parlement, mais par le fer et par le sang. Donc c'est quelqu'un qui d'emblée est dans la... À la différence de Napoléon III, son avenir est devant lui. Il a un très grand projet qui est d'unifier les nations germaniques autour de la Prusse pour constituer un empire allemand, le fameux Reich, et il va y arriver. C'est ça le plus fort. On a l'impression que rien ne peut l'arrêter, même pas les douceurs de Biarritz, si je puis dire. Alors quand même, j'ai découvert en préparant cette émission qu'il avait eu une petite aventure là-bas, donc il n'était pas toujours aussi morose qu'il en avait l'air, ce Bismarck. Ah non, pas du
tout. D'ailleurs, effectivement, il faut savoir que il était lui aussi, comme Napoléon III, un séducteur. Et en effet, à Biarritz, il va avoir une relation à Biarritz avec Catherine Orloff, donc l'épouse de l'ambassadeur russe en Belgique, à Bruxelles. Et ce pourquoi, en effet, Mérimée pourra ensuite imaginer cette mystification avec le portrait de Bismarck en carton pour mystifier Madame de la Bédoyère. Mais en effet, Bismarck était, malgré sa foi luthérienne très très profonde, était quelqu'un qui savait aussi s'amuser. Il faut dire qu'on ne peut pas vraiment résister à Biarritz, c'est aussi simple que ça. Agnès Léglise nous a rejoint. Bonjour Agnès, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes une Biarrotte, hein, vous êtes un enfant du cru. Exactement, j'ai été élevée là-bas, j'ai eu cette chance. Et vous n'allez pas nous dire le contraire, c'est-à-dire qu'il y a une magie. On ne sait pas ce qui se passe, on a l'impression d'être un peu ensorcelé d'être un peu enivré quand on est à Biarritz en fait. C'est l'air et la nostalgie faite pierre qu'on croise partout, oui bien sûr. Et puis ces grandes vagues qui viennent vous fouetter l'âme, c'est magnifique. La facilité avec laquelle votre vie peut disparaître, oui, ça peut changer peut-être aussi. Oui, comme Bismarck donc. Les 10 rendez-vous qui ont changé le monde aux éditions du Cerf sous la direction de David Chantran. Alors les 10 rendez-vous en question, c'est évidemment Napoléon III et Bismarck, mais c'est aussi Napoléon Ier et Alexandre, Pierre le Grand et Louis XV, Louis XIII et Richelieu, François Ier et Henri VIII, Jeanne d'Arc et Charles VII, Cléopâtre et César, ou plus près de nous, Raymond Poincaré et Nicolas II, Charles de Gaulle et Churchill, ou Kennedy et Khrouchtchev. De beaux moments à revivre donc dans ces 10 rendez-vous qui ont changé le monde. Vous vous êtes chargé de Biarritz, de Napoléon III et de Bismarck et vous nous les avez fait revivre l'espace d'un instant. Je vous propose, Raphaël Dargent, de rester avec nous parce que vous avez peut-être encore des anecdotes à nous raconter sur le Biarritz du Second Empire. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et cet après-midi sur Europe 1, nous allons jusqu'à 15h30. Si vous venez de nous rejoindre, nous balader à Biarritz. Franck Ferrand, depuis 14h, vous raconte les relations diplomatiques entre Napoléon III et Bismarck. Il est temps maintenant d'aller sur place avec votre invité, Raphaël Dargent, qui est historien, et Agnès Léglise, qui est journaliste originaire de Biarritz. Il fait toujours beau à Biarritz, Agnès Léglise. Presque. La légende locale dit qu'il y en a 4 saisons dans une journée, donc ça dépend à quelle heure vous sortez exactement. Disons qu'il fait toujours beau, mais c'est toujours tonique. Hein. Absolument. On peut dire qu'il y a comme ça une sorte de climat un peu particulier et qui est un climat pour sportifs. C'est une ville de sportifs. Absolument, maintenant plus que jamais. Oui, il vaut mieux aimer la mer. Il se trouve que vous-même, vous avez des liens de parenté. Alors ça, c'est extraordinaire. Avec le marin pêcheur qui a sauvé la vie de l'impératrice Eugénie. Racontez-nous cette histoire. Oui, alors c'est une histoire qu'on m'a toujours racontée dans ma famille, puisque donc en 1862, Bismarck est venu à Biarritz avec une amie, d'ailleurs déjà une jeune amie. Ils se sont baignés sur la grande plage, qui est une plage où la mer peut être très mauvaise, et ils ont été embarqués par les vagues. Il y avait donc un Pierre Lafleur qui était moitié gardien de phare, moitié maître nageur, qui est allé les sauver, qui a d'abord sorti la jeune femme. Voilà. C'était le tout début des bains de mer, faut dire. Exactement, ouais. Et qui a sorti d'abord la jeune femme, et ensuite Bismarck, paraît-il très mal en point, inconscient, et donc c'est assez tragique, bien sûr. Bismarck, je pensais que c'était Eugénie. Ah non, c'est Bismarck. Non, c'est Bismarck lui-même qui l'a sorti, et bon, c'est donc le destin du monde aurait été changé s'il l'avait pas sorti, et l'histoire est d'autant plus tragique que lui serait mort, le sauveteur, 1 mois plus tard au même endroit. Oh, le pauvre bonhomme. Et Bismarck, pour le remercier, il y avait un enfant bébé ou mort, né juste à ce moment-là, juste après la mort de Pierre Lafleur. Bismarck en aurait été le parrain. Mais vous vous rendez compte que si l'on veut bien considérer, et je sais que un certain nombre de nos auditeurs ne seront pas du tout d'accord avec cette vision-là, si on veut bien considérer que Bismarck est à l'origine de tous nos problèmes et que la création de cet empire allemand est ce qui, en Europe, a semé la pagaille pour un bon siècle, il aurait suffi que votre ancêtre se tienne tranquille ce jour-là pour qu'on soit débarrassé de Bismarck. Exactement. Ah ouais, c'est tragique, c'est tragique quand on y pense, les résultats d'une bonne action. Alors, si l'on devait définir Biarritz, je pense que le premier mot, le mot qu'on m'en voudrait de ne pas prononcer, c'est le nom des Basques.
ça reste bien, on est sur la côte des Basques. Bien sûr, c'était d'ailleurs un lieu où venaient traditionnellement les Basques chaque année, vers le 15 août, se baigner. Des gens qui n'allaient jamais à la plage venaient ce jour-là et on appelait ça la côte des fous, parce que d'aller se baigner semblait un truc complètement ahurissant. C'est un village de pêcheurs de baleines, ce qui donne tout de suite une idée de la force de caractère de ceux qui habitent le coin. Oui, alors les Basques, c'était leur spécialité, la pêche à la baleine. D'abord parce qu'il fallait, donc c'était des marins courageux, ils avaient l'habitude, ils avaient déjà quand même conquis le monde en l'explorant et ils ont mis des techniques au point particulières pour la pêche à la baleine que tout le monde leur enviait. Malheureusement, ils ont fini par livrer leurs secrets techniques aux autres, aux Anglais, aux Norvégiens, et donc ils ont fini par renoncer. Les baleines ne se présentaient plus de toute façon dans le golfe de Biscaye. Donc, Alors il y a tout un ensemble, toutes sortes d'épisodes qui émaillent l'histoire de Biarritz. On n'est pas très loin de Saint-Jean-de-Luz où s'est marié Louis XIV, n'est-ce pas, en 1660. La mode des bains de mer va très vite gagner la côte landaise et la côte basque, alors que tout ça est né beaucoup plus au nord là-haut, sur la mer du Nord, mais ça va devenir une grande attraction au milieu du 19e siècle. Et alors, dès qu'on est dans un bel endroit, parce que l'endroit est très beau. Magnifique. C'est Victor Hugo d'ailleurs qui le vante. Il le vantait, il disait « Je ne sache pas d'endroit plus charmant et plus magnifique que Biarritz ». Eh bien, comme à chaque fois que c'est très beau, les Anglais débarquent, si je puis dire, et ça va devenir Les Anglais étaient déjà là. La ville au nord de Biarritz s'appelle Anglette, ça veut tout dire. Alors, par où commençons-nous la promenade? Vous me proposiez de partir du phare au nord? Oui, le phare, parce que Biarritz c'est quand même une ville qui est tournée vers la mer, donc commençons par le phare. Moi je voyais la mer à main gauche, mais vous préférez la voir à main droite. Moi je suis d'accord. Alors partons du phare, allons-y. Donc partons du phare, donc ce phare qui domine la ville, et on peut penser que c'était de là que vont guetter les baleines au départ, et qui donne le départ d'une promenade. Si on descend vers Biarritz, qu'on part vers le sud, d'une promenade absolument magnifique maintenant, au milieu de constructions extraordinaires que Biarritz a vu grandir pendant 100 ans de villas palais. Très grande villa balnéaire, parmi les plus belles de France, là on peut dire. Extraordinaire, oui. Taille impressionnante. Il y en a, c'est des palais avec 40 chambres, quoi. Enfin, c'est des choses extraordinaires, des échauguets, des encorbellements. Aujourd'hui, c'est devenu des résidences, évidemment. Pas toutes. Pas toutes, mais dans l'ensemble, l'ensemble, celles qui ont survécu, parce qu'il y a eu des maisons extraordinaires qui ont disparu, dont, paraît-il, une maison qui avait été carrément décorée par Picasso. Donc, il y avait une riche chilienne qui est Madame Errázuriz, qui recevait beaucoup là-bas, et qui vivait donc sur un très grand pied, et qui aimait à dire qu'elle avait 3 amours, son peintre Picasso, son musicien Stravinsky et son poète Sandrard. Donc, vous voyez, c'est pas mal, beau choix. Voilà, et en 18, Picasso était chez elle, et il a, paraît-il, c'est la légende qui le dit, il a quand même écrit une carte à Apollinaire où il dit qu'il a décoré une chambre, il aurait entièrement décoré une pièce, et on ne sait absolument pas ce que c'est devenu, quoi. Donc c'est un mystère de l'histoire de l'art quand même, ça. Ouais, ça c'est passionnant. Peut-être qu'on pourrait trouver des vestiges, ça donne envie d'aller s'installer encore un moment à l'hôtel Miramar par exemple, pour poursuivre notre promenade. L'hôtel Miramar, alors bon, qui n'est plus le magnifique hôtel anglo-normand, qui était une merveille, qui a été abattu dans les années 70. Bon, c'est un peu une verrue quand même, en métal et en béton. Moi, je préférerais aller à l'hôtel du Palais. Plutôt, alors l'hôtel du Palais, il est là, j'allais dire, il nous tend les bras. Absolument. Nous allons y entrer dans un instant et nous serons accueillis par l'impératrice Eugénie. Europe 1, au cœur de l'histoire. C'est Biarritz, nous y sommes jusqu'à 15h30 sur Europe 1 avec vous, Franck Ferrand, et avec vos invités, Raphaël Dargent qui est historien et Agnès Léglise qui est journaliste originaire de Biarritz. Biarritz, une ville qui a abrité de nombreux grands moments historiques. Lorsque l'impératrice Eugénie recevait l'Europe entière avec son mari Napoléon III pour des séjours à Biarritz qui faisaient beaucoup parler, c'était évidemment à la Villa Eugénie qui aujourd'hui s'appelle l'hôtel du Palais. Alors je dis aujourd'hui, elle a été transformée quand même pour devenir un grand hôtel. Non seulement elle a été transformée, mais elle a surtout été rasée, détruite, oui. Enfin à part les murs extérieurs en 1901, je crois, par un énorme incendie. Donc oui, c'est très différent, ça a été agrandi, surélevé. C'est plus la petite villa qui était... L'endroit n'en est pas moins sublime, il faut dire. Magnifique, mais non plus le parc de 30 hectares qui recouvrait les 3/4 de Biarritz. Et on voit encore les traces, puisque la chapelle impériale qui était dans le domaine maintenant est tout à fait à l'extérieur. Et moi, quand j'étais enfant, on passait devant l'ancienne bergerie de l'impératrice. Il y avait encore qui a été détruite il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une vingtaine d'années. Oui, parce que en fait, les traces du Second Empire ne sont devenues vraiment historiques que très récemment. Jusqu'à une période, moi j'ai connu cette période où on considérait que c'était presque de l'actualité et que ça ne méritait pas d'être conservé. Là, on a beaucoup changé la vie depuis un quart de siècle environ.
environ. Cette villa Eugénie faisait rêver tout le monde parce que on était au début des bains de mer. C'était une vraie grande villa balnéaire. À l'époque, les souverains n'étaient pas habitués à vivre de cette manière. Un peu les Anglais, c'est vrai. Il y a une forme d'anglophilie finalement chez l'impératrice Eugénie, Raphaël d'Argent. Ah oui, tout à fait, parce que il faut quand même savoir que effectivement les bains de mer c'était plutôt Brighton et puis c'était Dieppe ensuite, mais l'impératrice Eugénie comme Napoléon III était très très portée sur le mode de vie britannique, et puis c'est vrai que cette façon de vivre de façon un peu bourgeoise, grande bourgeoise, était de plus en plus pratiquée. Pas seulement d'ailleurs dans le couple impérial, mais chez pas mal d'aristocrates. Et on pratiquait les bains de mer d'une manière sportive, et notamment le champion de natation, si je puis dire, c'était Loulou, c'est-à-dire le prince impérial. Hein. Tout à fait, et on a des anecdotes, alors pour le coup, assez rocambolesques, notamment avec les expéditions maritimes de l'impératrice, où dont certaines ont failli mal se terminer. Hein. Donc on a des témoignages, notamment de Pauline de Metternich, la compagne de l'ambassadeur autrichien, qui sont tout à fait des témoignages tout à fait savoureux là-dessus, hein, où effectivement on voyait ces dames, par exemple en septembre 59, partir en escapade du côté de Fontarabie, et puis dans une mer déchaînée être dans l'incapacité, par exemple, d'accoster, et de voir toute la cour, toutes ces dames, Madame de la Bédoyère à nouveau malades, et être rentrées en pleine nuit à Biarritz, au bord de l'évanouissement, avec un empereur inquiet au possible, et bien interdire à l'impératrice de nouvelles escapades. Ce qui ne l'empêchait pas de repartir à nouveau, et me semble-t-il en 67, en risquant effectivement le naufrage avec le prince impérial. Oui, donc vraiment Puis il y avait toutes ces grandes expéditions qu'on faisait dans les montagnes, dans la Rhune, hein, qui était l'amour vraiment de l'impératrice. Tout ça a laissé un souvenir. Ce qui est étonnant, c'est qu'au moment où s'effondre le Second Empire, Agnès Léglise, et où tout ce qui rappelle Napoléon, l'impératrice, etc., est voué aux gémonies, Biarritz garde son charme, et on va voir la haute bourgeoisie internationale s'installer et continuer à utiliser les grandes villas du Second Empire, et les multiplier d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de constructions encore jusque dans les années 20 en fait. Bien sûr, mais venez à Biarritz, la reine Victoria par exemple. À partir du moment où la reine Victoria vient, tous les autres souverains viennent, les princes, les empereurs, les souverains britanniques venaient, on ne les dérangeait pas, donc ils adoraient cette discrétion, cette vie bourgeoise. Le lycée de Biarritz s'est construit sur plusieurs anciennes villas extraordinaires. Il y en a une, on me racontait que c'était un prince russe qui était là, et lui, il ne supportait pas d'avoir le même jardin tous les jours. Donc le soir, dès qu'il fermait les volets, il y avait des jardiniers qui arrivaient, qui toute la nuit changeaient les massifs, les bosquets, pour que quand il ouvrait le matin, ce n'était pas pareil. Voilà, les gens vivaient dans un luxe et un fou, quoi. Ouais. On n'a pas parlé du rocher de la Vierge, ça paraît fou cette histoire. Oui, alors le rocher de la Vierge, au départ, ils pensaient mettre une digue là. Ils avaient, parce que l'entrée du port était très mauvaise, très dangereuse. Donc ils ont eu ce projet, mais qui n'a jamais pu être mené à bien. Donc il en reste une statue et une passerelle qu'on dit être d'Eiffel, mais apparemment c'est pas vrai du tout, et qui procure des intenses émotions quand on l'emprunte les jours de grand vent, parce qu'on est sous les vagues. Ce qu'il faut dire, c'est que la mer à Biarritz est déchaînée. Alors je sais bien que les tenants du tourisme biarrode n'aiment pas trop qu'on dise ça, parce que c'est peut-être pas très positif, mais c'est quand même la vérité. La mer est déchaînée. Elle est même dangereuse pour les gens qui ne sont pas habitués. D'ailleurs, quand on est sur le rocher de la Vierge, on voit sur les rochers autour, il y a des croix qui sont là pour rappeler des tragédies successives de barques de gens qui n'ont pas pu rentrer. C'est d'ailleurs devenu un spot très important à l'échelle mondiale pour les surfeurs. À Biarritz, oui. C'est la dernière vie de Biarritz, c'est la modernité de Biarritz, c'est le surf, oui. En fait, si on devait résumer, des pêcheurs de baleines, de grands aristocrates qui viennent en villégiature, et maintenant des surfeurs peroxydés qui viennent... Voilà, et des gens qui viennent monter des huiles. Alors l'huile de baleine, des grosses huiles et l'huile pour bronzer. Finalement, c'est l'huile. Voilà, je cherchais le point commun, vous nous le donnez. C'est le gras du sud-ouest. On pourrait parler de toute cette côte des Basques, parce que ça s'étend bien au-delà de Biarritz, bien entendu. Bien sûr. La côte, elle va jusqu'en Espagne. D'ailleurs, c'est le panorama magnifique. Côte de sable, absolument nacré, sublime. Alors le sable, les grandes côtes sableuses, ça commence à partir justement du phare. C'est au nord.
nord, là, il y a 400 km de plages toutes droites sableuses, et au sud, c'est des criques magnifiques, des baies splendides. Et alors, dans les terres, dans l'arrière-pays, qu'est-ce qu'il faut aller voir? Qu'est-ce que vous conseilleriez? Arkang. Déjà, Arkang tout à côté, qui est une création, parce sublime, que c'est pas un vrai petit village en fait. C'est une création de l'ancien marquis d'Arkang qui à l'époque avait fait cette espèce de décor. Qui était ce marquis d'Arkang, qui était un bonhomme qui faisait des fêtes inouïes. Magnifique, bien sûr, qui faisait partie en plus du comité des fêtes de la ville de Biarritz. Donc c'est dire s'il recevait tout le monde, et son fils ensuite Guy, le poète, qui est un très joli poète, continuait et recevait Frank Sinatra. On est dans le rêve total. Oui, je suis convaincu que les gens vont repasser cet entretien en boucle parce qu'on a l'impression d'être en vacances quand on parle de Biarritz. Merci beaucoup. Vous restez évidemment parce que nous allons recevoir Lorena Martin dans un instant. Elle a quelques adresses à nous confier. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et c'est le moment de prendre de quoi noter, puisque voici maintenant les bons plans de Lorena Martin. Je vous rappelle que si vous venez de nous rejoindre, nous sommes à Biarritz cet après-midi à la découverte de cette très très jolie ville, Franck. Oui, Nissa, évidemment, si on écoute Agnès Léglise, toutes les saisons sont belles à Biarritz. Et c'est vrai d'ailleurs, c'est l'avantage de ces bords de mer. C'est que la tempête est magnifique aussi, la tempête, bien sûr. C'est partie du spectacle. Pour moi, Biarritz n'est jamais aussi beau que dans les grandes tempêtes. Bonjour Lorena. Bonjour Franck. Si l'on devait choisir une saison particulièrement, il faut aller à Biarritz plutôt à l'arrière-saison, plutôt après l'été. Je dirais l'été indien, voilà, c'est-à-dire septembre, octobre, où les températures sont encore très clémentes et vraiment plus clémentes que celles du reste de la France. On est très près de la frontière espagnole, ça ne vous déplaît pas, ça Lorena, forcément. On la franchit volontiers cette frontière espagnole pour aller à San Sébastien, bien entendu, de l'autre côté. Oui, on peut. C'était vraiment quelques kilomètres où on peut goûter notamment les pinchos, les fameuses tapas. Et les pinchos, ce sont des petits pains avec des petits chorizo, etc. Donc c'est vraiment délicieux et on peut faire cette sorte de paseo, passer de bar en bar, ce que les Espagnols adorent. Alors justement, à propos de tapas, il y a un lieu qu'on n'a pas du tout cité pour l'instant, mais parce que Agnès ne voulait pas empiéter sur vos plates-bandes, c'est le marché de Biarritz, un grand marché couvert du 19e en fait. Oui, un grand marché couvert qui a été restauré d'ailleurs il y a quelques temps et qui est ouvert 7 jours sur 7. Et là, c'est le paradis des produits locaux. On y trouve le piment d'Anglette, qui est un piment qui ne pique absolument pas. Un piment très doux en fait. Oui, très doux et qui à l'origine était utilisé pour les piperades et le poulet basquez, puisqu'on ne met pas de poivron dans ces recettes-là. Elle s'y connaît en cuisine. Vous avez elle s'y connaît, mais c'est un délice acheter ça. Mais notamment aussi les spécialités espagnoles, encore une fois, puisque tout autour du marché, qu'il soit ouvert ou fermé, c'est très animé. Il y a un nombre incalculable de bars, de restaurants, et là il faut se laisser prendre le temps d'y aller et de faire encore une fois le passéo, de passer de bar en bar et de profiter des chipirons à l'ail, des petits calamars, des poissons. Il y a de très bons poissons dans ce coin-là. Vous savez que vous devez nous donner des adresses, Lorena. Alors des adresses de resto par exemple. Où peut-on se régaler quand on est à Biarritz? Alors des adresses de resto, il y a notamment Etxola Bibi qui se situe au-dessus de la côte des Basques. Et on y vient là encore pour manger des tapas, boire un verre, et la vue est absolument imprenable. Vous avez aussi le surfing qui est face au spot de surf légendaire de la côte des Basques dont vous avez parlé. Avec ses jumelles en fait. Exactement, sur la plage. Donc c'est une terrasse sur mer et on a l'impression vraiment d'être sur le bastingage d'un bateau. Et donc là, bien sûr, comme la clientèle est cosmopolite, on côtoie à la fois les spécialités basques, mais aussi les hamburgers, etc. Et moi, je vous conseillerais aussi les baigneuses, qui est le petit restaurant qui appartient à l'hôtel à l'hôtel du même nom, qui est un hôtel 3 étoiles. Et là, on a 3 superbes terrasses qui surplombent la crique du Port-Vieux. Et je vous avoue que c'est un bon endroit. À propos d'hôtel, on a parlé évidemment du Miramar et de ce qu'il est devenu, et bien sûr du grand hôtel du Palais. Mais est-ce qu'il y a d'autres adresses Alors oui, moi je vous amènerai volontiers à la villa Le Goéland, qui est une magnifique villa anglo-normande qui domine le Port-Vieux. Vous êtes à 50 mètres des plus belles plages de Biarritz. C'est une maison qui a été construite au XVIIIe siècle. Une maison d'hôte, ça alors, magnifique c'est ça maison d'hôte. Oui. Et là, vous avez notamment une webcam, donc même les gens qui ne sont pas à Biarritz peuvent admirer toute l'année les paysages de tempêtes, etc. Et c'est vraiment magnifique. Et aussi pour les férus d'aventure, moi je
je vous conseillerais une petite entreprise locale qui a été créée par deux biarros, qui vous permet de faire une sorte de road trip à travers toute la côte basque, etc. C'est de la location de vannes aménagées. Ah oui. Et on peut les louer. C'est sur Campi, la société s'appelle Campi Camper, et on peut sillonner comme ça toute la côte basque et même aller plus loin. Excellent, mais que ferait-on sans vos petits trucs là, comme ça? Vous n'avez pas parlé de pâtisserie pour une fois, non, ça sera c'est pour vrai, une autre fois, non? mais j'aimerais bien quand même dire un mot de Miremont, quand même, le célèbre salon de thé où on peut déguster de délicieux chocolats chauds et vraiment et aussi la pâtisserie Le Béret Basque. Eh bien moi je vous parlerai de toute autre chose, c'est le festival Le Temps d'aimer la danse. On aura cette année en septembre là, la 27e édition, et c'est bien sûr le très charismatique directeur du Centre chorégraphique national de Biarritz qui est le directeur artistique de ce festival, c'est Thierry Malandin, que nous adorons ici, il faut le dire, et qui chaque année nous ravit littéralement. On peut dire que Biarritz est devenu maintenant un des pôles de la danse mondiale. On n'a pas dit comment on allait à Biarritz, c'est pas très difficile, vous avez tous internet, alors vous retrouverez vous-même votre chemin. Merci Lorena. Et tous les bons plans de Lorena Martin sont bien sûr à retrouver dès maintenant sur la page Facebook Au cœur de l'histoire.